Qu'est-ce pour vous que la disruption? Certes, Bruno Le Maire hier a donné sa définition, mais enfin, avant d'aborder donc ces trois tables rondes, je crois que ça vaut la peine de savoir ce que vous pensez autour de ce mot. C'est le bon moyen de tester l'application. Voilà, je crois qu'on ne va pas y passer trop de temps parce qu'il y a tout de même des tables rondes assez intéressantes qui vont toucher à des problèmes de fond. J'espère que vous avez répondu, qu'on va pouvoir exploiter vos réponses. Oui. Bon, eh bien écoutez, nous aurons la réponse ultérieurement parce que je pense qu'il faut qu'on démarre la table ronde. En tout cas, c'est clair que dans l'assurance, nous sommes en face d'un véritable bouleversement réglementaire. Heureusement, nous avons un panel d'intervenants assez exceptionnel avec Gabriel Bernardino, le chairman, donc le président de l'EIOPA, avec Félix Houfeld, qui va nous rejoindre, avec Martin Merlin. Oui, Félix Houfeld, donc, qui est le président de la BaFin, donc l'autorité de surveillance financière fédérale allemande, et Martin Merlin, qui est donc directeur de la réglementation, de la supervision donc prudentielle à la Commission européenne. Et puis nous avons le président d'Aviva, Sir Adrian Montagu. Voilà, merci de nous rejoindre. Et Gérald Darlin, directeur financier d'AXA. Bon, je les présente très rapidement parce que vous les connaissez tous de par les responsabilités qu'ils assument. Et puis, vous faites partie des fidèles à ces conférences. Et hier soir, vous me disiez, Gabriel, que vous aviez participé à toutes ces conférences. Vous n'en ratez aucune. Bravo. Quand j'ai évoqué tout à l'heure donc le bouleversement réglementaire, nous le savons tous. Il suffit de regarder le nombre de changements de textes, soit en discussion, soit en application très prochaine. Si on rajoute les enjeux, l'importance de ces changements, si on regarde la complexité et indirectement les coûts qui y sont liés, et tout ceci de manière concomitante, à un moment où les assureurs sont tout de même appelés à modifier leur business model pour mieux répondre aux nouvelles attentes des clients. Et à un moment où le taux de rendement de nos actifs est fortement plus réduit par rapport à ce que nous connaissions dans le passé. Donc il y a une forte attente des assureurs pour une plus grande sélectivité donc, des textes. Je dis bien sélectivité, ça a été évoqué par Bernard Smith. Il est évident que nous avons besoin de certains changements. Certains sont nécessaires. Autre attente des assureurs, c'est de trouver les voies et moyens de simplifier certains textes. Simplifier et avoir donc des conditions de mise en application qui soient très raisonnables. C'est pour ça qu'il me paraîtrait souhaitable que dans vos réponses, vous puissiez, chaque fois que cela est possible et pertinent, nous faire des propositions, des suggestions pouvant conduire justement, qui iraient dans ce sens-là. Ma première question, Gabriel, concerne la supervision. Comment voyez-vous donc la supervision de l'assurance demain et quels sont les challenges qui vous paraissent importants, tant pour les assureurs que pour les superviseurs? Merci beaucoup et je suis très heureux d'être ici. L'invitation, comme vous avez dit, je suis une des personnes qui
peut-être être dans toutes les occasions ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Bernard, très heureux d'être ici. I prefer to talk in English, as you know already. Je préfère parler anglais, c'est plus facile pour moi. Alors, avant d'aborder la supervision, j'aimerais parler de la rupture, de la disruption et de lier cela à la réglementation, etc. La réglementation, habituellement, réagit à des perturbations, des ruptures. Et c'est l'une des problématiques, d'ailleurs. L'un des problèmes que nous connaissons, où la plupart du temps, on essaye de résoudre les problèmes qui appartiennent au passé. C'est une tendance, une situation naturelle, bien entendu. Mais en même temps, ça fait obstacle un petit peu à ce qui va survenir et les nouveaux enjeux. Et la réglementation doit également créer les bonnes incitations et essayer d'atténuer les risques de ce qui est à venir. C'est ainsi qu'il faudrait envisager la réglementation, à mon avis. Pourquoi est-ce que c'est important, à mes yeux, de relier cela à la supervision? Eh bien, étant donné qu'on est tous face à une société où les cycles sont de plus en plus courts et où le rythme du changement s'accélère. Et ce sera toujours impossible d'avoir des réglementations à tel ou tel moment qui est totalement adaptable aux situations concrètes du moment. Très souvent, il se trouve que depuis qu'on commence à développer du développement au moment où on les met en œuvre, eh bien, entre-temps, les conditions ont tout simplement changé. Les consommateurs ont changé, la technologie a évolué différemment, la société a changé. Donc, il faut équilibrer en quelque sorte ces éléments du fait d'avoir une réglementation qui soit adaptée à tel ou tel moment, mais avoir également la possibilité d'utiliser la supervision et le jugement, d'utiliser une sorte de proportionnalité pour s'adapter aux nouvelles réalités. Et ceci également est un enjeu très important à l'avenir pour la supervision. Alors pour l'EIOPA, bien entendu, actuellement, la mise en œuvre de Solvabilité 2 est le grand enjeu et les convergences de la supervision est l'essentiel important. Alors 3 points là-dessus. D'abord, ce qu'il nous faut, c'est franchement travailler ensemble, l'EIOPA et les autorités, les collèges nationaux, pour trouver et mettre en œuvre ce que j'appellerais une culture européenne de la supervision qui n'existe pas encore. Nous avons différentes façons d'aborder l'activité, le business, l'industrie, différentes façons de coopérer, de communiquer. Il nous faut avoir plus de convergence dans cette façon de faire. Il faut avoir une culture commune à l'échelon européen. On travaille dans ce sens. Je suis très heureux qu'au prochain mois, on va avoir des nouvelles là-dessus. Donc, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut favoriser une plus grande convergence concrète sur le plan de la supervision. Et actuellement, on se centre à la fois sur poser des questions difficiles sur les pratiques nationales, mais également soutenir ceux où on voit qu'il y a un besoin d'arriver à un niveau plus élevé de supervision qui soit plus efficace. Et le deuxième point, ce sont les éléments donc d'interpellation, mais également d'accompagnement pour élever le niveau de qualité des réactions, des réponses. Et le troisième point, je suis très content que Bernard l'a mentionné ce matin. Je pense qu'il y a un rôle à jouer de l'EIOPA pour s'assurer qu'un réseau de superviseurs conjoint avec les autorités soit bien adapté au marché interne. Et mesdames et messieurs, il n'est pas adapté ce réseau au marché interne. Il y a un certain nombre de situations que nous avons rencontrées ces derniers mois par rapport aux activités transfrontalières, où il y a des incitations différentes qui sont introduites par les superviseurs qui créent des biais, non seulement en termes de stabilité des marchés. Par exemple, l'activité de la construction du bâtiment en France est une situation très claire où ces facteurs ont été rencontrés, où des entreprises qui viennent de l'extérieur de la France mènent leurs activités de façon différente, comptabilisent leurs provisions de façon différente. Il faut qu'il y ait une cohérence. Et nous le faisons au moment où nous parlons. Il y a un certain nombre de
cas où nous avons réuni les superviseurs afin d'étudier les problématiques et s'assurer qu'il y ait une concurrence qui soit loyale et juste. Mais il est important que les superviseurs parlent ensemble et coordonnent leur action. Parce que soyons directs, au global, les superviseurs ont des incitations différentes lorsque il y a des problèmes. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un à l'échelon européen qui prenne donc une approche plus équilibrée dans l'intérêt des assurés, d'avoir donc une approche des superviseurs qui soit adaptée au marché interne. C'est le troisième point. Et en ce qui concerne la révision que la Commission a annoncé, que ces points doivent soient la priorité. Donc la convergence, la cohérence du cadre de supervision. Félix, est-ce que la réglementation peut être à l'origine, à source de disruption pour vous, ou la réglementation doit-elle accompagner, anticiper les disruptions qui peuvent concerner les différentes activités des assureurs? Quel commentaire autour de cette problématique? Well, thank you very much. Merci tout d'abord. Tout d'abord, mes excuses pour parler en anglais. J'ai été suffisamment courageux pour ne pas mettre le casque de traduction, essayer de bien comprendre. Et j'ai compris à peu près seulement 10% de ce que j'ai entendu, donc c'était un mauvais choix. Mais ce n'est pas très différent de la situation lorsque nous sommes dans des situations de réunion internationale. Mais en tant que régulateur et étant confronté aux questions de réglementation et notamment par rapport à la disruption, ça peut être pris pour une insulte. Est-ce que c'est la réglementation? C'est une idée relativement étrange. Fondamentalement, les réglementations essaient de faire le contraire, c'est-à-dire d'assurer la stabilité, la continuité et la prévisibilité, la prédictibilité des choses. Donc, je pense que cette notion n'a pas changé. Elle ne changera pas. Évidemment, ce n'est pas le thème principal de cette table ronde. Nous en parlerons dans d'autres tables rondes, mais il nous faudra essayer de veiller à la stabilité de la supervision dans un monde digital et dans tous ces aspects. Mais c'est une autre idée. Donc revenons à l'idée plus conceptuelle donc, du rapport entre la réglementation et la disruption. Et donc si la réglementation est mise en œuvre de façon appropriée, elle n'est pas disruptive. Elle est tout le contraire. Elle peut bien entendu se transformer et avoir des conséquences perturbatrices, disruptives, sous certaines conditions. Et je vais les mentionner. Tout d'abord, le danger de sous-réglementation par rapport à la surréglementation. Et avant la crise financière, nous étions dans une situation de sous-réglementation. Si c'est le cas, le risque est de générer des crises financières importantes qui, par nature, sont disruptives. Donc, si nous faisons trop peu ou si nous mettons en œuvre des réglementations qui sont inappropriées, inadéquates, alors elles portent en elles le risque d'être disruptives. Et ce serait la même chose pour une surréglementation importante. Si nous surréglementons, nous mettons en danger les services financiers dans leur fonctionnement et bien entendu, ceci n'est pas une bonne chose. C'est pour cela qu'il est important de faire une analyse permanente de nos actions et le secteur assurantiel, bien sûr, avec son régime solvabilité 2 et toutes les réglementations et tous les actes associés à cela. Et je pense que la revue en cours sera intéressante. Si vous mettez en œuvre des réglementations fortes, volontaristes, après les crises, ce qui n'a pas été le cas du côté assurantiel. Solvabilité 2 n'a pas été la réaction suite à la crise. Il nous a fallu une quinzaine d'années pour élaborer ce cadre et le mettre en œuvre. Mais nous l'avons fait. Et le processus de Bâle n'a pas été beaucoup plus rapide. Donc il ne faut pas avoir honte d'une éventuelle lenteur de notre part. Si vous réfléchissez à cela pendant 15 ans, je n'appellerai pas cela une action disruptive. Il y a eu de la continuité. Mais je voudrais ajouter une dimension supplémentaire.
de rupture, de disruption supplémentaire ou potentielle qu'on a tendance à oublier. C'est la distinction entre la réglementation en matière prudentielle et la réglementation en matière de comportement, puisqu'il y a deux dimensions très différentes. Solvabilité 2, c'est de façon prédominante un ensemble de réglementations prudentielles sur les ratios de capital, sur l'accumulation de réserves, la gestion des risques, etc., etc. Et sur des territoires qui sont bien connus. D'autres ensembles de réglementations, historiquement, qui viennent plutôt des marchés, des capitaux et de la protection du consommateur, sont beaucoup plus focalisés sur le comportement. Pourquoi est-ce qu'il y a une distinction à faire ici? Si les hommes politiques, si les régulateurs mettent en place des réglementations prudentielles, sont généralement proches du fonctionnement des marchés. Du côté des comportements, c'est généralement la réponse à des scandales. Aucun homme politique, aucune femme politique peut revenir vers ses électeurs et dire « Oh, désolé, ça arrive, ce genre de bazar, mais on oublie et on continue. » Non, ils doivent prendre des actions très volontaristes. Et ceci a le risque d'avoir des implications réglementaires qui sont spontanées, qui sont souvent avec de bonnes intentions, mais peuvent être beaucoup plus intrusives, beaucoup plus disruptives que les réglementations du côté prudentiel. Et si moi je suis préoccupé en tant que régulateur, c'est d'une tendance, et il nous faut veiller à cette tendance, y compris parmi nous les régulateurs, c'est la tendance que je peux voir du côté de la réglementation sur les comportements, parce que si nous mettons en œuvre des mesures inadaptées, en termes disruptifs notamment, si nous mettons en œuvre des mesures inappropriées, en mettant en place un cadre extrêmement étroit de réglementation où la non-conformité sera pratiquement systématique parce qu'il y a tellement de réglementations qu'on peut être difficilement conforme à tous. Alors, il sera difficile d'avoir un marché des services financiers qui fonctionne bien, avec effectivement des réponses judiciaires qui sera permanente. Et ceci générera beaucoup de volatilité. Donc ça, c'est une préoccupation. Et je voudrais revenir sur un point qu'a mentionné Gabriel, qui est une troisième dimension, c'est-à-dire de disruption imprévisible, l'idée de proportionnalité. Si la proportionnalité au sein des réglementations n'est pas bien réglée, n'est pas bien calibrée, alors vous punissez et vous détruisez, vous mettez en danger les petites entreprises notamment. Un grand nombre de pays ont des structures de marché très fragmentées encore, dans la banque, dans les fonds, la gestion d'actifs et aussi dans l'assurance. La crise a bien montré que ce n'est pas forcément mauvais d'avoir une structure de marché bien diversifiée. Et si implicitement la proportionnalité n'est pas bien calibrée, n'est pas bien mise en œuvre, du côté bancaire, probablement plus que du côté assurantiel, le régime Solvabilité 2 a plus de proportionnalité en elle que le régime du CRD et du CRR. Donc il y a des discussions sur ces sujets au moment où je vous parle et j'attends les résultats avec intérêt. Donc si on approfondit un petit peu l'analyse, et je ne me sens pas du tout insulté d'ailleurs en tant que régulateur de parler d'actions potentiellement disruptives de notre part. Et au final, il peut y avoir des conséquences disruptives encore plus importantes dans l'interaction entre les différents types de réglementation financière, par exemple solvabilité d'un côté, et les règles comptables d'un autre côté, qui ne sont pas régies par les gens qui sont représentés ici, mais qui sont régis par d'autres autorités. Mais en final, la cible est le même groupe d'entreprises. Il n'est pas encore clair si nous avons suffisamment bien compris
les implications entre l'interaction entre la réglementation financière et la réglementation comptable. On va voir quels seront les impacts dans le monde réel dans un avenir proche. Mais si on approfondit un petit peu l'analyse, il y a tout un tas de problématiques où il faut être très prudent dans notre gestion pour éviter effectivement toute disruption non intentionnelle. On parle de réglementation avec des problématiques très, très différentes. Peut-être pouvons-nous avoir donc le résultat du mot que vous avez choisi pour description, parce que je pense qu'on en parle beaucoup, donc ça vaut la peine peut-être de regarder quel est votre point de vue sur ce sujet. Avant de poser la question, voilà, un mot. Alors, voilà. Innovation. Écoutez, ça ressort très fortement, ce qui est tout de même très positif, parce qu'on parle de rupture, etc., mais on voit que pour vous, toutes ces ruptures, ça va dans le sens de l'innovation et donc du service, soit pour de meilleurs services pour les clients ou meilleurs services dans l'intérêt collectif de l'économie. Bah écoutez, je crois que c'est plus que rassurant sur le rôle de l'assureur, des assureurs dans notre environnement. Gérald, vos réactions face justement à la suite des deux interventions, comment AXA met à profit les évolutions réglementaires. Et quand on parle d'innovation, je pense que c'est une bonne orientation. Oui, Pierre, je pense que déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'environnement de l'assurance a été profondément modifié au cours des précédentes années et ça continue toujours. Solvabilité 2, il faut quand même rappeler que Solvabilité 2 est un principe qui est fondamentalement ambitieux, c'est-à-dire qu'il a permis de mettre au centre de nos préoccupations le concept de risque. Deuxièmement, la directive distribution d'assurance dont on parlera aujourd'hui et qui fixe un principe fondamental qui est de mettre l'intérêt du client au centre de nos préoccupations. C'était déjà la politique de distribution des entreprises, mais ça va être renforcé. Troisièmement, IFRS 17, et là c'est nouveau, on commence à en parler, même si pour nous, entreprises, on a commencé à travailler sur le sujet il y a déjà bien longtemps, qui est un nouveau standard comptable, qui est un standard qui va être mis en œuvre en 2021, qui est fondé sur un principe de la juste valeur. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais en tout état de cause, c'est un changement fondamental par rapport à notre cadre comptable actuel. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Solvabilité 2, comme IFRS 17, sont des concepts, des règles qui ont été fondées avant la crise. C'est-à-dire à un moment où on croyait que la juste valeur, où on pensait que la juste valeur était la vérité absolue. Depuis, avec la crise, on a pu remarquer que ce n'était pas toujours la vérité. Néanmoins, je dirais, on doit vivre avec, et on vit avec. Et en tant qu'entreprise, il faut voir le côté positif des choses et comment est-ce qu'on peut profiter, bénéficier de cet environnement réglementaire et comment est-ce qu'on peut exploiter ses atouts. La première chose, et je reviens à IFRS, je reviens à Solvabilité 2, mais on pourra dire la même chose d'IFRS 17, c'est que c'est un pilotage qui est beaucoup plus économique de notre activité. Je pense que le use test, le fait qu'on utilise pour le pricing de nos produits, pour investir dans les actifs, on tient effectivement compte du montant de capital qu'on va investir. Donc on a une vision qui est beaucoup plus objective entre plusieurs investissements parce qu'au centre de nos préoccupations, c'est vraiment la rentabilité du capital avec un principe assez sophistiqué qui est la diversification, c'est l'utilisation des modèles internes et ce point est important parce que c'est comme ça qu'on pilote nos entreprises, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un cadre réglementaire, c'est un cadre de pilotage et étant un cadre de pilotage, c'est pour ça que les modèles internes sont aussi importants. Deuxièmement, c'est la transparence. C'est la transparence pour rendre notre modèle plus clair. Souvent, je prends l'exemple de ce que m'avait dit un analyste. Il m'avait dit, vous savez, un analyste généraliste, il s'occupe de l'assurance le vendredi après-midi.
Et ça dit tout, c'est-à-dire que c'est tellement complexe que beaucoup, sauf les spécialistes, ne comprennent pas notre modèle. Et il ne faut pas se poser de questions si les valorisations de nos titres sont si basses, c'est un problème d'incompréhension. Donc, je pense que ce changement réglementaire doit être une opportunité pour nous pour accroître la transparence, mais aussi pour baisser la complexité de nos modèles. Alors, ça a plusieurs conséquences. Ça veut dire que, premièrement, les modèles doivent être stables. Et là, je pense plus particulièrement à Solvabilité 2, c'est-à-dire il faut une certaine stabilité. Il est tout à fait logique, il était bien prévu qu'il y aurait une révision d'un certain nombre de principes, mais il faut éviter toute révision entre les dates qui ont déjà été fixées. Deuxièmement, il doit être économique et pas faussement économique. Troisièmement, il doit permettre d'investir à long terme. Je crois qu'on l'a dit, on va le redire plusieurs fois ici. Il ne reste plus que les assureurs aujourd'hui qui sont des investisseurs à long terme et je crois qu'il faut préserver cette spécificité. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et je terminerai là-dessus. La première chose, c'est d'opérer des modifications isolées. Et là, Gabriel ne sera pas étonné que je reparle de l'UFR. On en a parlé plusieurs fois, y compris récemment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un élément et isolément le modifier sans modifier d'autres paramètres, et je pense bien entendu à la MVM et au coût du capital. Après, éviter les approches qui sont trop conservatrices, c'est-à-dire que le modèle, je l'ai dit, il est ambitieux. C'est une VaR à 99,5%. À quoi ça sert de faire des stress tests pour faire des VaR à 99,99%? Ensuite, il faut penser aux utilisateurs et aux investisseurs. Vous voyez, et comme beaucoup d'entre vous, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup d'investisseurs, le volatility adjuster, ils n'ont pas vraiment compris. Et donc, parce qu'il n'y a pas de logique, parce que ça ne correspond pas à une logique économique. Et je crois que quand on va réviser, et quand on aura l'occasion de réviser Solvabilité 2, il faudra penser à le rattacher beaucoup plus à l'économie, c'est-à-dire faire un actif passif, c'est-à-dire bien tenir compte de l'actif et voir ses implications au passif. Dernier point, on ne peut pas avoir deux boussoles. C'est-à-dire, on a une boussole, j'ai dit qu'elle était bonne, on l'utilise, c'est Solvabilité 2. On ne peut pas en avoir une seconde qui s'appelle l'ICS, mais on aura l'occasion certainement d'en reparler. Donc, j'espère que la revue, les revues qu'on pourra faire, aussi bien la revue des Delegated Acts, aussi bien que de la directive, va nous permettre d'appliquer les principes que j'ai essayé d'ébaucher. Merci Gérald. J'ai un regret tout de même, c'est que notre table ronde ne dure pas toute la journée parce que je pense qu'il a ouvert beaucoup de pistes, beaucoup de questions et qu'il y aurait un vrai débat autour de son commentaire. Mais je pense qu'il y a une initiative réglementaire importante autour du Pan-European Pension Plan. Alors, ça s'inscrit évidemment dans le domaine de la retraite, ça a été dit, deux objectifs au niveau de la retraite, c'est la protection donc, des assurés pour leur phase de retraite, et en plus, c'est le bon moyen de collecter donc, de l'épargne longue pour pouvoir investir, puisque nos économies en Europe en ont besoin. Alors, pouvez-vous nous dire donc, quelques mots sur ce produit? Est-ce que pour vous, le PEP est appelé à modifier de façon significative le marché de la retraite en Europe? Thank you. I will switch back to English. J'aimerais repasser à l'anglais pour m'assurer que Félix comprenne 110% de ce que je vais dire. Il connaît très bien ce sujet. Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire que le PEP ne va pas perturber ou déstabiliser le système de retraite national. Non, ça n'a pas été fait pour cela. Et si vous regardez par exemple les législations telles qu'elles ont été proposées, ça ne pourrait pas le faire, ça ne pourrait pas perturber ces systèmes. Donc les pensions publiques et les pensions pilier 2 vont rester comme elles le sont dans les États membres. Nous ne voulons pas perturber ce paysage d'aucune façon. Mais ce que nous voudrions perturber d'une certaine façon, c'est le troisième pilier de ce système de pension. Et plus particulièrement, si l'on regarde ici la dimension européenne de ce système, car nous avons le sentiment que c'est un marché qui n'est pas suffisamment développé.
à peu près 200 millions d'Européens entre les âges de entre 30 et 60 ans ne font pas d'économie pour leur retraite. Et nous voyons ici qu'il y a très peu d'activités transfrontalières sur ce marché et que les fournisseurs ici trouvent que c'est un peu difficile de faire des économies d'échelle et d'offrir des produits de façon transfrontalière. Donc nous pensons par contre qu'il peut y avoir, et ça a déjà été mentionné ce matin, qu'il peut y avoir de nouveaux outils afin que l'on puisse injecter davantage de capitaux dans l'économie européenne. Et l'une des raisons pour lesquelles les marchés des capitaux aux États-Unis est beaucoup plus développé que le marché européen, eh bien, c'est parce qu'il y a les pensions ici, parce qu'aux États-Unis, pour toute une série de raisons, bien entendu, les gens font davantage d'économies pour leur retraite. Et comme vous le savez, nous avons ce projet ici dans l'Union européenne afin de mettre en place des systèmes de finances et de marchés de capitaux afin de moins dépendre des systèmes conventionnels. Et nous avons besoin de faire prendre beaucoup d'initiatives et c'est la raison pour laquelle il y a le plan d'action en matière de marché des capitaux, mais nous devons également trouver des façons par le biais desquelles on peut injecter davantage d'économies dans les marchés des capitaux et plus particulièrement dans les marchés, davantage d'épargne, pardon, dans les marchés des capitaux. C'est la raison pour laquelle nous avons fait une proposition de loi ici pour ces produits pan-européens. Ce que nous avons proposé, eh bien, propose toute une série d'avantages potentiels si on compare cela aux produits qui sont déjà disponibles aujourd'hui, et plus particulièrement pour ces marchés. Donc ce n'est pas le cas en France, parce que vous avez une série de produits existants. Mais ce que nous voyons ici, c'est que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de produit troisième pilier du tout, en fait. Et nous aimerions faire quelque chose ici en la matière. Et par rapport aux avantages, le PEP, eh bien, ça serait un produit assez simple pour les consommateurs avec un maximum de 5 options en matière d'investissement, un takeaway. Donc, en fait, ça nous a montré que ça a été très important pour le consommateur lambda. Le produit va inclure ici une option d'investissement assez bas qui va protéger les investisseurs si jamais ils sont à même à perdre leurs capitaux. Ça sera un produit beaucoup plus transparent si on compare cela à la plupart des produits que vous voyez ici sur le marché avec des exigences en matière d'information accrues. Donc avant même de signer le PEP et au cours du cycle de vie du produit. Donc davantage de demandes en matière d'information. Nous avons essayé de mettre en place un produit souple avec tout un éventail de possibilités en matière d'investissement et tout en donnant la possibilité aux gens de changer la façon dont vous voulez recevoir les avantages. Donc en fait pour les épargnants, ça leur sera possible de passer d'un produit à l'autre. Ce que nous voyons d'ailleurs très souvent sur ce marché, c'est que les épargnants sont verrouillés, sont enfermés dans leurs produits. C'est une des raisons pour laquelle les gens hésitent un peu et freinent un peu des cas de fer par rapport à ce genre de produit, car ils n'aiment pas l'idée d'être totalement verrouillés pendant une longue période de temps. Et par conséquent, nous aimerions faciliter la vie des gens ici, leur donner la possibilité de passer d'un produit PEP à l'autre, tout en mettant un plafond ici au coût de transfert. Et nous avons également essayé de mettre en place un produit qui peut être négocié de façon transfrontalière. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si vous changez d'emploi, par exemple, si vous déménagez dans un autre pays, ça sera beaucoup plus facile pour vous de rester avec le même produit PEP et le même fournisseur. Le fournisseur va simplement vous déplacer d'un territoire national vers un autre territoire national. Donc un dernier mot concernant la fiscalité. Nous ne devrions pas être trop naïfs. Ces produits vont vraiment démarrer s'il y a des incitations fiscales. L'Union européenne n'a pas vraiment de grandes compétences dans le milieu fiscal. C'est plutôt une prérogative nationale plus qu'autre chose. Et ce que nous avons proposé, en fait, c'est une recommandation. Une recommandation qui demande aux États membres et qui encourage les États membres à offrir des exemptions fiscales par rapport au PEP si le produit PEP a été conçu par le fournisseur, c'est-à-dire par la personne.
qui le fait qui le rend très similaire au produit national existant. Donc nous avons essayé d'équilibrer les choses ici, c'est-à-dire d'un côté harmoniser certaines caractéristiques clés pour les produits afin que l'on puisse opérer de façon transfrontalière beaucoup plus facile et essayer également de donner davantage de marge de manœuvre à ces personnes qui conçoivent ces produits afin qu'ils puissent s'adapter aux spécificités fiscales de chaque pays. Donc en fait, les réglementations sont en cours aujourd'hui au Parlement et dans le Conseil. Je ne veux pas avoir l'air d'être trop optimiste, mais les négociations ont bien démarré. Et permettez-moi de vous dire qu'il y a une bonne dynamique maintenant dans le cadre de ces négociations. Et un simple de compréhension, je pense que c'est à souligner, c'est vraiment un grand progrès dans la construction de l'Europe. Par contre, il y a quelques interrogations sur les conséquences que cela peut avoir sur la duration de l'épargne longue compte tenu du projet actuel qui offre des liquidités qui correspondent sans doute à des besoins de la clientèle. Mais après, ça sera des ajustements sans doute à discuter. Est-ce que vous-même, justement, puisque vous l'aviez insisté à juste titre, et merci, et vous ne souhaitez pas déstabiliser les produits existants, bien entendu, vous souhaitez au contraire accroître l'épargne longue, est-ce que vous avez des critères d'appréciation sur le positionnement du PEP par rapport à ce qui existe aujourd'hui ? On est assez positif par rapport à cela et vous savez que par exemple l'initiative, et je pense que c'était vraiment une initiative courageuse de la part de la Commission et pour être très honnête avec vous, et le résultat en fait, depuis 2012, enfin on a fait beaucoup de travail et je me rappelle de cette idée qu'on a commencé à mettre sur la table avec un produit pan-européen. Je suis très heureux de cette initiative et je pense qu'on va dans la bonne direction. Je suis sûr qu'il y a toujours des petits ajustements ici et là et des discussions nécessaires par rapport à cela, mais je pense qu'il y a certaines caractéristiques qui sont très importantes. Le gouverneur l'a mentionné ce matin d'ailleurs, c'est-à-dire cet élément d'équilibre entre, par exemple, d'un côté la protection des capitaux, la liquidité et le long terme. Et c'est là où nous avons vraiment besoin, en tant que régulateur, superviseur et l'industrie, ainsi que la société, nous avons tous besoin de comprendre que rien n'est gratuit ici. Je pense qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir les liquidités 24 heures sur 24 avec la protection 24 heures sur 24 et à long terme avec des investissements à long terme. Non, c'est simplement pas possible. Et nous avons besoin de trouver un bon équilibre ici. Et d'après moi, eh bien, le PEP devrait avoir pour vocation d'être un produit à long terme. C'est ce dont nous avons besoin de faire, et non pas se focaliser sur la liquidité, mais se focaliser sur la protection des capitaux ici à la fin du cycle de vie du produit. Et au bout d'une période d'accumulation, vous avez également la protection au niveau de la longévité, parce que c'est bien pour les consommateurs. Et c'est ce serait également avantageux par rapport aux investissements à long terme. Et je pense que c'est possible. Félix. Oui, Gabriel a exprimé quelques points. J'aimerais rebondir un peu là-dessus. Je pense que l'initiative est excellente. Et l'idée de mettre en place un produit pan-européen, un PEP pan-européen, c'est vraiment une très très bonne initiative. Ceci étant dit, vous venez de mentionner le fait que... Enfin, vous venez de mentionner un mot qui n'avait pas été mentionné auparavant, c'est-à-dire... la décumulation, pardon, la phase de décumulation, pardon. Si vous ne mettez pas en place certaines exigences qui ressemblent à peu près à la nature d'un produit de pension, alors il ne faut pas l'appeler un produit de pension, en fait, voilà. Sinon, on va tromper les consommateurs. Si vous tentez, par exemple, de mettre en place un produit d'épargne, alors il faut l'appeler un produit d'épargne. Mais si c'est un produit de pension, ça doit avoir pour vocation de... en fait, la décumulation doit être un mot important. Et donc, en fait, il y a donc un projet au niveau des capitaux. Il y a une relation très forte ici. Peut-être qu'ici, nous devrions réfléchir à mettre en place 2 produits PEP. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'on va tomber dans un piège assez typique sinon. Et nous essayons d'y mettre beaucoup de grands produits en même temps. C'est-à-dire essayer de rendre le cercle carré et par voie de conséquence, eh bien, il y a une surcharge et voilà, nous ratons un peu le coche ici. Nous devrions peut-être
nous concentrer davantage, tels que les produits de pension. Et peut-être que nous devrions avoir un autre produit pan-européen en parallèle à cela. Et peut-être que cela pourrait nous aider à atteindre cet objectif de façon beaucoup plus performante. Merci. Simplement un mot ici. Je pense que c'est très clair maintenant dans notre proposition aussi. L'épargne, les épargnes qui sont intégrées dans ce produit doivent être maintenues dans ce produit ou alors dans un autre produit similaire jusqu'à la retraite. Et donc, en fait, l'argent ne peut pas simplement être retiré avant d'avoir atteint l'âge de la retraite ou avant de pouvoir couvrir certains risques biométriques. Et donc, dans ce contexte, nous pensons que c'est un véritable produit de pension sans récupération des actifs avant la retraite. Mais il est vrai également que, par exemple, par rapport à la décumulation dont nous parlions, vous avez des pratiques tout à fait différentes au sein de l'Union européenne. Et même, nous avons même découvert certains États membres ou dans lesquels les exemptions fiscales sont octroyées seulement si vous obtenez une sorte de package au niveau de la retraite. Donc en fait, il faut vraiment s'ajuster à tous ces paysages divers et variés au sein de l'Union européenne. Il faut composer donc. Juste un point ici. Donc du moment qu'il y aura des industries diverses et variées qui sont en concurrence les unes avec les autres. Je passe ici des gestionnaires de patrimoine, des banquiers et des assurances. C'est bien d'avoir un package prudentiel. Et c'est vraiment un sujet très important que l'on doit appréhender très bientôt. Point très important, merci. Donc, bien entendu, de l'importance d'avoir de l'épargne longue. On ne peut pas ne pas aborder tout de même quelques minutes très rapidement. Solvabilité 2. Alors, je pense qu'il y avait une question qui était posée. On va la poser. J'espère que ça ne va pas prendre trop de temps, puisque nous avons d'autres points à traiter. Voilà, si vous voulez participer, mais je crois que c'est intéressant pour vous de savoir comment vous voyez l'adaptation des conditions actuelles de solvabilité 2. Note, don't call it Solvency 3. No way. On ne va pas la disrupter. Don't want to follow Basel. Secondes. Je pense qu'on devrait avoir des réponses presque de manière instantanée. Ouf. Oui, on observe tout de même une révision des actes délégués. Donc ça mérite un approfondissement. Bon, en tout cas, on ne va pas bouleverser, et ça c'est rassurant pour tout le monde, pour vous superviseurs et pour nous, groupe. Peut-être ajouter quelques mots, parce que les assureurs tout de même espèrent pouvoir accroître la diversification de leurs actifs et mettre plus d'actions. Alors, est-ce qu'on peut espérer un changement, c'est évoqué ici, dans des délais très rapides? Yeah, no, I very much agree. En plus des infrastructures. I very much agree. Je suis tout à fait d'accord avec le résultat qui est affiché ici. Je pense que Solvabilité 2 représente un bon candidat pour la consolidation, l'ajustement et l'amélioration, mais certainement pas un candidat pour la grande perturbation ici, ou la disruption, car il y a déjà eu une disruption dans la gestion des risques, donc contrôle de risque en Europe, mais également au niveau des sociétés, une disruption au niveau des sociétés. Donc maintenant est venue l'heure de la consolidation de ce cadre, mais les améliorations peuvent être encore au rendez-vous. Nous avons déjà réalisé pas mal d'améliorations afin de faciliter les investissements dans les produits d'infrastructure, ainsi que de faciliter les investissements dans les produits long terme européens, dans les fonds de long terme européens. Et très bientôt, nous allons également changer l'acte délégué afin de faciliter les sociétés d'assurance d'investir dans des titrisations de qualité, des produits de titrisation de qualité. Bon, maintenant, nous acceptons le fait qu'il peut y avoir une possibilité d'aller au-delà de cela, et nous avons très bien entendu l'intérêt exprimé par pas mal de parties prenantes afin de faciliter les sociétés d'assurance d'investir dans les capitaux. Voilà, c'est quelque chose que nous allons étudier très étroitement ces prochains mois. Nous lançons ici une étude à ce sujet. Ceci étant dit, à court terme, notre objectif principal, c'est de réviser ce Delegated Act en 2018. Et ici, nous pensons
plus particulièrement à l'amélioration de la proportionnalité du cadre, avec des solutions qui nous permettent de réduire les coûts donc liés aux agences de notation. Et deuxièmement, nous aimerions également améliorer la cohérence avec d'autres réglementations financières. Nous avons émis cet appel aux preuves dans le fonctionnement de ce cadre réglementaire en Union européenne, et nous avons identifié certaines incohérences d'un secteur à l'autre et nous aimerions nous assurer que c'est quelque chose qui est pris en compte. Et enfin, nous aimerions également déplacer ou éliminer les frontières non justifiées à certains investissements. Nous avons demandé à IOPA de nous apporter des critères afin de peut-être créer une nouvelle catégorie d'actifs pour le private equity et pour les dettes affectées dans le secteur privé. Mais en fait, voilà, il ne faut pas oublier les capitaux. Mais bon, c'est quelque chose qui est en étroite relation avec la valeur équitable, qui est très bien intégrée dans le cadre de solvabilité 2. Donc, ce ne sont pas des problématiques que nous pouvons modifier facilement et à la va-vite. Donc, en fait, nous nous penchons sur cette initiative, mais c'est une révision qui va être chronophage et ça va nous amener vers la révision 2020 de la solvabilité 2 en général. D'application assez rapide en cours de discussion. J'aimerais simplement parler assez brièvement sur l'étalonnage ici, la calibration des actions et des capitaux. J'aimerais être très clair par rapport à cela. Je pense qu'il est possible d'étudier la calibration dans la solvabilité pour une certaine catégorie de passifs, par exemple le PEP. Si nous parlons véritablement, par exemple, des passifs non liquides à long terme, je pense qu'il est possible de se pencher sur la calibration de certains actifs, tels que par exemple les obligations, se pencher par exemple sur les défauts plutôt que de se pencher sur les PEP. Et en matière des capitaux, peut-être avoir une vue à long terme dans la durée, parce qu'il n'y aura pas toujours les liquidités ne va pas jouer un rôle très important. On n'a pas besoin d'une révolution ici, il faut simplement ajuster les choses ici et là, et il faut le faire ici en bonne et due forme, qui puisse ainsi refléter les risques inhérents à tout cela, car je pense que c'est le message que l'on doit faire passer ici dans le secteur, ainsi qu'en France par exemple. Nous ne devrions pas changer cette démarche réglementaire et aller au-delà de ce qui existe déjà en matière de comportement au risque. Je pense que c'est assez fondamental. De notre côté, ça sera vraiment à la base de notre raisonnement. Maintenant, si d'autres considérations sont prises, bon, très bien, c'est normal, c'est transparent. Voilà, les superviseurs donnent des conseils ici, des conseils techniques, c'est leur rôle, et la Commission, le Conseil, le Parlement ici doivent prendre des décisions politiques, c'est leur rôle également. Mais je pense qu'il est possible de faire les choses de façon intelligente et raisonnable. C'est rapide. Autre point d'actualité, largement évoqué hier soir, encore ce matin, le Brexit. Alors, votre position et comment voyez-vous l'évolution réglementaire suite à cet événement majeur? Merci Pierre. Comme les autres intervenants, je préférerais ce matin m'exprimer en anglais si vous voulez. J'ai passé la première partie de ma carrière en France, mais je préfère quand même adopter ma langue maternelle pour mes remarques. L'année dernière, j'ai fait une plaisanterie en disant que la position de Brexit n'était ni sécurisée ni stable. Est-ce que j'ai eu raison ou tort? C'est un drame qui se déroule en Grande-Bretagne. C'est tous les jours, cela fait les manchettes en Grande-Bretagne. On comprend que c'est moins important en Europe. Et effectivement, l'Europe continue à avancer, comme on nous l'a dit hier soir très clairement. Donc il faut aborder tout cela avec une certaine dose d'humilité. Alors je vais passer 30 secondes sur la politique en Grande-Bretagne avant de parler de la réglementation. La politique en Grande-Bretagne est particulièrement difficile. Nous avons un cabinet qui est divisé entre ceux qui sont les pour et contre le Brexit, les pragmatiques et les autres. On a une première ministre blessée avec une autorité politique affaiblie.
à la suite de quoi il est difficile que le gouvernement élabore une ligne de négociation cohérente et cela affaiblit la conscience qui est nécessaire pour les négociations. Une bonne partie de la presse britannique ne souhaite pas comprendre les dégâts que subira l'économie locale s'il y a un Brexit difficile, hard, ce qui fait que c'est très difficile pour le gouvernement de préparer ses concitoyens pour les chocs à venir. Comme si cela ne suffisait pas, on a un parti travailliste réénergisé et qui a un agenda des années 70 qui sent qu'il peut avoir le pouvoir si le gouvernement trébuche, à la suite de quoi c'est un cauchemar inimaginable. Voyons maintenant ce qu'il en est de la réglementation, notre sujet de ce matin. Il va y avoir un changement très profond dans le paysage des services financiers, que ce soit les compagnies d'assurance ou les banques. Tous ont des plans de sauvegarde. Personne ne veut... il y a des plans ici en termes de sauvegarde et autres. Ils ne les mettront pas en place sauf si c'est indispensable. Mais en tout cas, si vous voulez agir de façon responsable, il va falloir mettre en place ces plans de secours. Il y aura donc un changement majeur dans le paysage des services financiers. L'impact sur le secteur bancaire est pratiquement fondamental. L'impact sur le secteur de l'assurance est plus timide pour les compagnies de détail. Aviva, un peu AXA, l'impact n'est pas trop grave. Nous, Aviva, on est en Europe. Nous sommes une société locale, capitalisée et réglementée localement. On n'utilise pratiquement pas ces fameux droits de passeport. Le groupe grossiste, beaucoup doivent se redéployer, parfois certaines ou toutes leurs activités. Un certain nombre de compagnies européennes avec des opérations importantes en Grande-Bretagne à travers les succursales. Mais l'impact sur le secteur de l'assurance est relativement parlant plus limité. Alors, la branche de la gestion d'actifs des assureurs est bien préparée. Beaucoup d'entre nous avons exploité des opérations à Dublin et à Luxembourg pendant de nombreuses années, donc on peut se réorganiser sans des ajustements structurels majeurs, même si on regarde de très près les orientations, les principes réglementaires qui viennent de différentes agences européennes concernant l'équilibre entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Donc on a une transition difficile devant nous. Et la transition et sa forme sera dictée par les dispositions politiques. Le gouvernement britannique aspire à avoir un accord qui tient compte des relations futures dans de nombreux secteurs. C'est un objectif ambitieux. Ça prendra des mois et des mois pour trouver un cadre. Et comme l'a Peter Baden, et puis les secondes sont en train de passer, chaque minute passe. Donc il faut se rendre compte que la pensée que d'arriver à une rupture en avril 2019, et c'est quelque chose d'impensable. Cela dépend beaucoup les événements politiques à venir, à la fois en Grande-Bretagne et sur le continent européen. J'aimerais un petit peu vous parler pendant quelques instants de quelques problèmes pratiques importants qui ont une incidence à la fois sur les assureurs européens et sur ceux qui viennent de mon pays. Et c'est dans l'intérêt commun de se centrer et de résoudre ceci. D'abord, le passage transfrontalier des données. Il y a le risque qu'il y ait une rupture de la transmission libre entre les frontières. Si le résultat des négociations britanniques est malheureux, entre guillemets, et cela nous concerne tous dans notre secteur, il s'agit d'encourager nos régulateurs, nos politiciens, de solutionner le problème de transmission des données. Alors,
toutes nos données clients sont traitées à Londres. Beaucoup d'activités européennes feront en Europe le traitement de leurs données britanniques. Donc il nous faut de ce fait quelque chose d'européen pour aborder ce problème. Le deuxième problème, c'est que le gouverneur a mentionné dans son introduction ce matin, c'est le problème de la continuité des contrats. Nous sommes nombreux, à la fois des Britanniques et Européens. Nous avons des contrats à long terme rédigés pour des clients dans différents territoires, des compagnies européennes pour des clients britanniques et vice-versa, des clients britanniques par rapport aux Européens. Et ce qui est important pour ces clients, c'est qu'en fait, qu'il n'y ait pas de rupture, de disruption dans le fait d'honorer les contrats et de respecter les sinistres. Ça pourrait être un problème si jamais il y a un accord de transition qui ne solutionne pas tous ces éléments de secours. Donc c'est dans notre intérêt commun d'aborder ces éléments à long terme. Il est difficile de voir le côté concret de ceci. Notre régulateur en Grande-Bretagne suggère qu'il y a des millions et des millions de clients qui pourraient être affectés par cela, de sorte que c'est un problème majeur. Et au-delà, nous savons qu'il y aura une énorme migration qui se fera, une énorme migration où les gens transfèrent leurs opérations à l'Union européenne. Il y aura également besoin que beaucoup d'agences européennes qui ont des opérations en Grande-Bretagne, qui changent le commercial, l'aspect commercial en Grande-Bretagne. Donc il y aura beaucoup de pression sur les autorités négociatrices. En France, heureusement, vous avez un processus de fast-track rapide. Il y aura d'autres lieux où les régulateurs seront inondés par le volume des demandes. Et en Grande-Bretagne également, il y a 160 demandes traitées entre le secteur bancaire et le secteur d'assurance. Il y a un volume de travail énorme à la clé. Et ce qu'on peut constater, c'est un changement majeur dans le domaine de la distribution financière en Europe. Comment cela va se résulter dépendra du drama, de la tragédie qu'on expérimente en Grande-Bretagne. À faire en sorte qu'il y ait une grande cohérence réglementaire. Tout à fait. Au niveau de l'avenir. Je vais sans doute passer tout de suite aux normes internationales parce que ce sont tout de même des sujets importants et je vois que nous approchons donc 11 heures. Gabriel, peut-être nous dire quelques mots assez succincts et l'importance du sujet au niveau des normes ICS par rapport à solvabilité qui est une norme connue et même pratiquée en dehors même de l'Europe. Well, we have been always very... On a toujours été très positif et on a toujours poussé en avant le fait d'avoir un standard international qui soit solide et sain. Ça devrait être là pour qu'il y ait une concurrence juste et équitable pour éviter également qu'il y ait des modèles économiques similaires, étant donné le fait qu'ils vont dans différents territoires. Et du point de vue prudentiel, tout cela est traité différemment. On voit déjà dans la mise en œuvre de Solvabilité 2 en Europe certains risques. Je parle par exemple des risques de longévité qui vont de l'autre côté de l'Atlantique, qui sont réassurés là-bas. Étant donné justement des aspects capitalistiques, c'est là quelque chose qu'il faut examiner d'un point de vue plus global et mondial. Donc, je ne suis pas naïf, bien sûr, c'est très difficile de construire des standards internationaux. On a eu énormément de travail au cours de ces dernières années à ce propos et ce à quoi on aboutit maintenant, c'est quelque chose de très important. La semaine prochaine d'ailleurs à Kuala Lumpur, on aura des discussions très importantes à ce sujet et je continue à croire fermement qu'il devrait être possible d'avancer là-dessus, d'avoir un standard international qu'on peut diffuser en tant que référence, non pas à mettre en œuvre immédiatement, bien sûr, car il y a toujours en même temps par rapport aux entreprises dans le monde et des superviseurs, lorsqu'on parle d'assureurs internationaux, il s'agit pour eux qu'ils se familiarisent davantage
avec un standard, une norme internationale qui devrait être beaucoup plus centrée sur une évaluation plus économique, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde entier. Donc il faut donner un petit peu de temps en termes de mise en œuvre. Ceci pour bien sûr avoir une meilleure compréhension, avoir des superviseurs dans le monde entier qui comprennent exactement comment les modèles internes peuvent fonctionner. Là, on en a une grande expérience à ce propos en Europe, mais dans d'autres parties du monde, ce n'est pas forcément le cas. Donc, à partir de cas, c'est bon d'avoir une définition de la convergence, une base de standards, et ensuite d'utiliser à un moment donné, dans quelques années, ou avoir quelques années pour que ce ne soit pas quelque chose qu'il faut mettre dans les lois tout de suite, mais qui doit être élaboré dans les collèges, des superviseurs et des régulateurs pour avoir une meilleure compréhension de tout cela et à partir de là, mettre cela au point et de sorte à avoir un standard international. Cela devrait être possible et ce devrait être la façon d'avancer et je continue à être optimiste par rapport à cela. La coexistence de deux normes serait plus que perturbateur. Exactement. Peut-être vous vouliez intervenir en quelques mots parce que... Just to echo what Gabriel said. Par rapport à ce qu'a dit Gabriel, alors j'ai eu l'honneur d'être président de l'AEF et pour créer l'architecture qu'on utilise actuellement pour mettre en place ICF, comme l'a dit Gabriel. Notre environnement mondial a changé quand même énormément. Nous, les Européens, doivent être très intelligents, très malins pour vraiment faire en sorte que ce processus reste dynamique et en vie. Alors, d'un point de vue réglementaire européen, je trouve qu'il est très clair de voir, c'est pas un bon objectif réglementaire d'avoir une deuxième boussole en quelque sorte. Du côté de la banque, il y a des standards BAL et ensuite des réglementations, des mises en œuvre que CRD et autres qui sont des mises en œuvre de standards mondiaux, mais ça doit être pareil pour le côté assurance. Si vous vous conformez avec votre régime local, d'une part, et si par définition vous devriez être conforme avec ICS, c'est la seule façon dont ça peut fonctionner raisonnablement et pas de façon successive. Adrian, il est important de comprendre les perspectives de la Grande-Bretagne, mais de l'industrie britannique concernant l'évolution des réglementations britanniques à la suite du Brexit. Il y a la crainte qu'on va déchirer les règles et qu'on va mettre le feu à tout cela et que la Grande-Bretagne sera une économie avec des impôts bas et des réglementations quasi inexistantes. Ce ne sera pas le cas, croyez-moi. Beaucoup des concepts de solvabilité sont adoptés depuis longtemps en Grande-Bretagne. L'ensemble du secteur a investi des centaines de millions de livres sterling dans la solvabilité c'est un système de réglementation solide et cohérent. Il peut y avoir quelques questions à la marge, à savoir comment les régulateurs appliquent cela. Nous devons également encourager l'investissement dans les infrastructures. Ça ne change pas le fait que l'industrie britannique est attachée à la solvabilité 2 et devrait continuer ainsi. Il y a la notion que la Britannique deviendrait une île offshore libre des contraintes des réglementations. Croyez-moi, ce n'est pas dans le monde réel tout cela, c'est un mirage. Pour aborder tout de même un sujet fondamental pour l'avenir, donc les fameuses normes comptables IFRS 9 et IFRS 17, pour ceux qui suivent ce secteur. Donc, nouvelles normes comptables qui sont basées sur des projections de marge. Donc, Gérald, quels sont les avantages, les risques et quelles recommandations faire pour que l'application de ce changement qui est brutal soit pas trop compliquée, pas trop coûteuse de mise en œuvre? Oui, en 2 minutes, on a mis 20 ans pour... It took us 20 years to talk about... On peut dire, je crois qu'un point important, c'est que déjà, on a 2 standards. IFRS 9, IFRS 17. Et très honnêtement, ça ne simplifie pas les choses. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences opérationnelles incontestablement très importantes. Parce que je le disais tout à l'heure, c'est un changement fondamental de normes comptables. C'est-à-dire qu'on utilise la juste valeur
L'objectif, c'est d'être beaucoup plus comparable, et ça, c'est tout à fait louable. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'IFRS 4, notamment en vie, donne une très grande latitude aux différentes entités, différents pays. Donc l'objectif est d'avoir quelque chose de cohérent et aussi quelque chose d'un peu plus clair et un peu plus transparent. Alors la question, c'est est-ce que ces objectifs sont bien remplis ? Il y a un point qui n'a pas du tout été traité, à mon avis, dans le cadre d'IFRS 17, c'est le compte de résultat. C'est-à-dire, en fait, on l'a traité comme solvabilité 2, c'est-à-dire une façon d'appréhender, qui était tout à fait louable, encore une fois, en mark-to-market, la valeur de la société, c'est-à-dire la situation nette. Mais comment on passe de l'un à l'autre ? Si on dit que le compte de résultat, c'est la variation, entre la variation d'une valeur entre le 1er janvier et le 31 décembre, on a tout manqué. Et l'objectif, encore une fois, c'est quoi ? C'est fait la comptabilité, c'est fait pour les utilisateurs, c'est fait pour les investisseurs, c'est fait pour les analystes, et on doit refléter la vraie performance de la société. Donc ça, c'est un premier point, qui est le compte de résultat et qui n'est pas traité. Le deuxième, c'est notre spécificité d'assureur, qui est la mutualisation. La mutualisation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si effectivement on refuse la notion de mutualisation interâge, etc., et qu'on considère qu'il y a des contrats perdants si on prend les jeunes conducteurs et qu'on doit les passer en perte dès le début, c'est ne pas comprendre notre métier. Et je crois qu'il faut comprendre notre métier et il faut intégrer les contraintes et aussi les avantages de notre métier dans cette norme. Deuxièmement, c'est le hedging. Je ne vais pas être très long, mais le fait qu'IFRS 9 et IFRS 17 n'aient pas été conçus selon les mêmes principes fait que, par exemple, notre métier avec Solvabilité 2, c'est d'éviter le mismatch actif-passif. Donc ça veut dire qu'on est des grands utilisateurs de dérivés, ne serait-ce que pour ajuster notre duration. Et si cet ajustement de duration, on utilise des swaps et que ces swaps sont mark-to-market et qui tombent dans le compte de résultat sans tenir compte des passifs, on a tout manqué. Et le problème, c'est de ne pas oublier, on va tous, en tant qu'industrie, investir beaucoup dans cette nouvelle norme. Ça dépendra effectivement d'un certain nombre d'éléments, mais ce n'est pas pour refaire des non-gap measures. En d'autres termes, et même l'IASB en convainc, c'est qu'aujourd'hui, les défauts du système et qui, à mon avis, ne sont pas rédhibitoires mais qui peuvent être travaillés, nous obligeront, si vous voulez, à utiliser des non-gap measures. Le dernier point, c'est notre rôle d'investisseur long. Comment voulez-vous, avec IFRS 9, qui imposera de mettre mark-to-market tous les produits structurés, mais aussi toutes les actions, comment voulez-vous qu'on investisse, on mette 40% de capital pour créer plus de volatilité dans notre compte de résultat et augmenter notre bêta? Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense qu'on va travailler, comme toute l'industrie, on a 2 ans pour le faire, on a 1 an pour le faire, pas plus, pour travailler avec les FRAG et même plutôt 6 mois, donc on va tous s'y mettre. Je pense, parce que je suis optimiste par nature, qu'on pourra certainement faire évoluer dans le bon sens cette norme, mais il y a beaucoup de travail. Il faut vraiment être optimiste, comme tu l'es, pour pouvoir réussir ce challenge, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Et tu as tout à fait raison de souligner, comme tu viens de le faire, déjà de nombreux points importants qui méritent d'être réglés rapidement. Alors, peut-être, oui, on ne peut pas ne pas aborder tout de même, PRIPS, peut-être pas trop, parce que je pense que ça y est, c'est rentré dans les fêtes, mais IDD, au moins peut-être, y aurait-il pas un scoop sur la date d'application ? Non, il n'y a pas de scoop. La législation est bien connue, il me semble. Non, c'est un sujet qu'on est en train de regarder. On a évidemment entendu l'avis d'une partie au moins de l'industrie. On a reçu une invitation de la part du Parlement à revoir éventuellement la date d'application. Donc c'est un sujet qu'on est en train de regarder au sein de la Commission pour l'instant, mais aucune décision n'a été prise. Bien, mais je crois qu'on peut vous remercier pour les éclairages que vous nous avez apportés. Merci.